Amis, prenez place et installez-vous confortablement. Chapitre 1er. Contre le pluralisme en mata-éthique. Introduction. Les désaccords en matière d'éthique sont nombreux. Cela a conduit certains philosophes à soutenir qu'il existe une pluralité irréductible de valeurs morales, de devoirs, d'obligations, de droits, etc. et qu'il n'existe aucun moyen universel valable de les équilibrer. Ce type de pluralisme moral, associé à l'absence de classement déterminé des valeurs, devoirs, obligations, droits, etc., a été considéré par certains comme impliquant que certains cas de désaccord en éthique sont rationnellement insolubles, ce qui, à son tour, explique pourquoi le désaccord en éthique abonde et reste omniprésent. Il est frappant de constater qu'en métaéthique, aussi, le désaccord abonde. Cela soulève la question méthodologique de savoir comment répondre aux désaccords en métaéthique. Récemment, certains métaéthiciens ont proposé des versions de pluralisme en métaéthique qui s'apparentent à des contes pluralistes en éthique normative. Une idée dominante est que le désaccord en métaéthique s'explique mieux par le pluralisme métaéthique, par analogie avec le pluralisme moral qui explique mieux le désaccord en éthique normative. Les pluralismes métaéthiques soutiennent généralement qu'il n'existe pas de théorie métaéthique unique qui fournisse la meilleure analyse de l'ensemble de notre pensée et de notre discours moral. Dans certains contextes, une analyse cognitiviste de la pensée et du discours moraux peut être plus possible qu'une analyse non cognitiviste. Alors que dans d'autres contextes, ce pourrait être l'inverse. Le même type de variation entre les contextes peut se produire en ce qui concerne l'internalisme et l'externalisme en matière de motivation et les analyses absolutistes et relativistes des revendications morales. Il peut également y avoir des variations entre les locuteurs. L'utilisation des termes moraux par certains orateurs peut être considérée comme non cognitiviste, tandis que d'autres peuvent être considérés comme cognitivistes. Dans cet article, nous examinons différentes versions du pluralisme en métaéthique, ainsi que des comptes connexes selon lesquels les concepts moraux ordinaires ne sont pas suffisamment cohérents ou déterminés pour rendre plausible toute analyse métaéthique traditionnelle. Chapitre prochain. Pluralisme numéro 1. Le pluralisme des motivations morales. Nous commencerons par examiner une théorie récemment proposée par Ragnar Franzen Hollinder, le pluralisme des motivations morales. Comme son nom l'indique, l'idée principale est que, contrairement à ce que l'on suppose habituellement, il n'y a pas de concept unique d'opinion morale en jeu dans le débat sur le lien entre les opinions morales et la motivation. Au contraire, différentes personnes expriment différents concepts par le biais de l'opinion morale et de termes connexes. Selon l'internalisme motivationnel, il existe un lien conceptuellement nécessaire entre les opinions morales et la motivation. Selon la version standard de ce point de vue, celle sur laquelle nous nous concentrerons ici, il est conceptuellement nécessaire que si une personne a une opinion morale, elle soit dans une certaine mesure motivée pour agir conformément à cette opinion. Selon l'externalisme motivationnel, en revanche, il n'existe pas de lien conceptuellement nécessaire entre les opinions morales et la motivation. Il est conceptuellement possible d'avoir une opinion morale en l'absence de toute motivation qui l'accompagne. Franzen Hollinder affirme que les internalistes et les externalistes ont des intuitions divergentes sur plusieurs cas clés. Par exemple, les internalistes ont tendance à avoir l'intuition qu'une personne qui n'a aucune motivation pour réaliser ou promouvoir des actions qu'elle qualifie de bonnes ne peut pas exprimer des opinions sur la bonté avec le terme bon. Les externalistes ont tendance à avoir l'intuition qu'elle le peut. Selon Franzen Hollinder, cette divergence d'intuition indique que ces différents théoriciens entendent des choses différentes par le terme
opinion morale, ainsi que par des termes connexes tels que l'opinion selon laquelle l'action est bonne. Il exprime des concepts différents lorsqu'il est utilisé par des personnes ayant des intuitions différentes. Lorsqu'il est utilisé par une personne ayant des intuitions internalistes, le terme exprime un concept pour lequel l'internalisme tient. Il dit quelque chose de vrai lorsqu'il dit « Il est impossible d'avoir une opinion morale en l'absence de toute motivation qui l'accompagne ». Lorsqu'il est utilisé par une personne ayant des intuitions externalistes, il exprime un concept pour lequel l'externalisme est valable. Il dit quelque chose de vrai quand il dit « Il est possible d'avoir une opinion morale en l'absence de toute motivation ». Une dernière observation est que la position de Franz Linder semble s'auto-amoindrir sur le plan dialectique. La relativité conceptuelle que propose le pluralisme des motivations morales se propage au niveau métamétique. Selon Franz Linder, étant donné qu'il existe une variation fondamentale dans les dispositions des internalistes et des externalistes, ces théoriciens expriment des concepts différents par le terme opinion morale. Selon le point de vue plus traditionnel auquel Franz Linder entend s'opposer, même s'il existe une telle variation fondamentale dans les dispositions des internalistes et des externalistes, ils expriment le même concept par le terme opinion morale. Il semble donc y avoir une différence fondamentale dans la façon dont les adeptes de ce point de vue traditionnel et les adeptes de ce point de vue externe s'expriment. Ainsi, étant donné l'idée de Franz Linder que de telles différences résultent d'une variation conceptuelle fondamentale, il exprime quelque chose d'autre avec le terme concept que les adhérents de la vision plus traditionnelle. Mais alors, Franz Linder n'a pas en fait introduit un rival à la vision traditionnelle, mais plutôt un nouveau sujet. Prochain chapitre, incohérentisme. Don Loeb a récemment défendu, ou du moins soutenu, que nous devrions prendre très au sérieux un point de vue qu'il appelle incohérence morale. Selon Loeb, la vérité sur la pensée et le discours moraux peut être beaucoup plus désordonnée que ce que le cognitivisme et le non-cognitivisme sont capables de gérer. En particulier, étant donné que les gens ordinaires ont profondément en conflit sur les questions d'objectivité morale, avec de fortes tendances à accepter et à rejeter l'existence de faits moraux objectifs, il est possible qu'ils utilisent des termes moraux à la fois pour faire des affirmations factuelles et pour faire quelque chose d'incompatible avec ces affirmations. L'incohérence morale est la thèse selon laquelle, en raison de ces dispositions contradictoires, aucune sémantique morale adéquate et cohérente ne peut être formulée. Pour illustrer son point de vue, Loeb compare les termes moraux à l'expression carré rond. Puisque la rondeur et le carré sont tous deux essentiels à sa signification, aucun compte adéquat ne peut considérer qu'il exprime un concept cohérent. L'incohérence morale n'est pas à proprement parler une position pluraliste, mais elle rappelle le pluralisme en ce qu'elle intègre des éléments de différentes théories métaéthiques. De plus, ces motivations possibles ont certaines affinités avec des considérations qui ont été prises pour soutenir le pluralisme. En particulier, l'hypothèse selon laquelle la pensée et le discours moraux ordinaires comportent des éléments apparemment contradictoires. Ils sont donc plus désordonnés qu'aucune approche métaéthique traditionnelle ne peut le gérer, expliquant en partie l'omniprésence et le caractère insoluble du désaccord en métaéthique. Le prochain chapitre, le désaccord en philosophie. Introduction. Les biologistes ou les chimistes qui participent à une conférence professionnelle peuvent supposer sans risque que tous leurs pairs sont d'accord sur un grand nombre de points. Ce n'est pas le cas des philosophes. Un groupe étrange dont les membres ne peuvent même pas croire que leur père existe.
et encore moins être d'accord sur quoi que ce soit. Que devons-nous penser de tous ces désaccords? Faut-il le déplorer ou le célébrer? Et quelles sont ses implications pour la méthodologie philosophique? Il existe un certain nombre d'arguments bien connus qui commencent par des observations sur le désaccord philosophique et se terminent par des conclusions sceptiques et pessimistes. Les résultats méthodologiques suggèrent pour la philosophie vont de l'abandon total de la discipline à une reconception radicale de la pratique et du but de l'entreprise. Quel contraste frappant si nous nous tournons vers les remarques de J.C.S. Mill sur les opinions divergentes dans On Liberty, écrit en 1859. Mill suggère que nous devrions accueillir le désaccord, ou même l'encourager là où il est absent en employant divers artifices pour limiter, par exemple, la dialectique socratique. Mill ne voit aucune raison d'abandonner ou de reconcevoir la discipline de la philosophie simplement en raison d'un désaccord généralisé. Il la considère comme une force constructive plutôt que destructrice. Chapitre suivant. Scepticisme sémantique. Wittgenstein a dit quelque chose à propos de la philosophie qui, sortie de son contexte, serait un véritable casse-tête. Si l'on essayait d'avancer des thèses en philosophie, il ne serait jamais possible d'en débattre, car tout le monde serait d'accord avec elles. Cela semble absurde. Beaucoup ont essayé d'avancer des thèses en philosophie et il s'est avéré éminemment possible d'en débattre et d'être en désaccord avec elles. En fait, on considère parfois que c'est la caractéristique d'une thèse philosophique. Il est possible d'en débattre et d'être en désaccord avec elle sans fin. N'est-ce pas pour cette raison que toutes les autres disciplines se moquent de nous dans la cour de récréation? Dans les investigations, nous trouvons deux images de la philosophie. La philosophie telle que Wittgenstein l'a trouvée, c'est-à-dire ce que les soi-disant philosophes ont fait, et la philosophie telle qu'elle devrait être. La philosophie, nous dit-il, est une bataille contre l'ensorcellement de notre intelligence au moyen du langage. Il est clair qu'il ne s'agit pas d'une description du canon philosophique existant. Il s'agit d'une description de la façon dont la philosophie devrait être faite. La plupart des philosophies existantes, semble-t-il, sont coupables de se délecter de l'envoûtement de notre intelligence par le langage, plutôt que de nous en délivrer. Lorsque les philosophes utilisent un mot, comme connaissance, être, objet, jeu, proposition, nom, et tentent de saisir l'essence de la chose, il faut toujours se demander, le mot a-t-il jamais été utilisé de cette manière dans la langue jeu qui est son foyer d'origine? Ce que nous faisons, c'est ramener les mots de leur métaphysique à leur usage quotidien. Lorsque grand-mère dit « Nous ne posons pas nos pieds sur la table », Billy, il ne s'agit pas d'une simple description, mais d'une affirmation de devoir. Il en va de même pour Wittgenstein. Il nous dit ce que les philosophes devraient faire et non ce qu'ils font en réalité. Tout comme le petit Billy a traîné ses pieds sur la table, nous, les philosophes, avons traîné des mots dans le nid de lièvre de la métaphysique. Nous sommes donc, pour ainsi dire, empêtrés dans nos propres règles, dit Wittgenstein. Et cet enchevêtrement dans nos règles est ce que nous voulons comprendre. Avoir une vision claire. Nous devrions nous sauver, nous et nos mots, de l'enchevêtrement de ce nid. Carnap trouve la réponse de Wittgenstein à ce problème insatisfaisante. Il est certain, dit-il, que Wittgenstein n'a pas raconté n'importe quoi pendant tout le reste du livre, et qu'il n'aurait pas écrit un livre entier s'il avait pensé le faire. Alors comment Carnap propose-t-il de résoudre le problème? À la fin du premier chapitre de philosophie et syntaxe logique, il le repousse. Et pour autant que l'auteur puisse voir, il ne revient jamais pour l'aborder franchement. Nous pouvons résumer le problème en ceci. Le projet de Carnap repose sur le critère de vérification du sens. Mais ce critère ne semble pas se satisfaire de lui-même. Il n'est pas directement vérifiable par l'expérience sensorielle
et il ne semble pas que l'on puisse en déduire des prédictions sur des expériences sensorielles futures, ainsi que d'autres propositions déjà vérifiées. Ainsi, selon le critère lui-même, il n'a pas de sens. Si l'on devait accepter le critère de vérification, il faudrait alors immédiatement le rejeter comme dénué de sens. On appelle une thèse ayant cette propriété que si on l'acceptait, on devrait alors la rejeter. Une thèse auto-incriminante. Le critère de vérification du sens est un cas paradigmatique. Le reste de son livre suggère que Carnap pourrait être disposé à assouplir le critère de vérification pour permettre à certaines phrases d'être significatives, qui sont trivialement vraies et ne concernent que la syntaxe logique. Il s'agira de vérité analytique. Mais il ne semble pas que le critère de vérification soit trivialement vrai. Il ne ressemble pas non plus à une affirmation sur la syntaxe. Donc, quels que soient les échappatoires que Carnap autorise plus tard, elle ne semble pas pouvoir s'adapter aux critères de vérification. La leçon, il faut être extrêmement prudent lorsqu'on défend une thèse qui qualifie de non-sens toutes les thèses philosophiques. Il est difficile pour une telle thèse d'échapper à sa propre portée sceptique. Contrairement à Carnap, Wittgenstein a eu la décence d'admettre que sa thèse pessimiste était elle-même un non-sens, même s'il n'a pas eu la décence de le penser vraiment. Dernier chapitre. Scepticisme métaphysique. Il existe également un scepticisme métaphysique sur les questions philosophiques. Il s'incarne dans l'affirmation, souvent faite par des étudiants de premier cycle. Mais pas seulement. Selon laquelle il n'existe pas de bonne réponse aux questions philosophiques. Si l'on creuse un peu plus, on découvre parfois que l'orateur adhère à une forme de relativisme métaphysique général, selon lequel il n'existe pas de vérité absolue. Les désaccords persistent et insolubles constituent la principale preuve de ce relativisme. Selon lui, ceux d'entre nous qui considèrent que la philosophie a pour mission de découvrir et d'explorer des vérités objectives sont engagés dans un projet qui est confus et qui doit être abandonné. Il existe des versions naïves et évidemment auto-incriminantes du relativisme, mais aussi des versions plus subtiles et sophistiquées. Après avoir relâché son obsession pour la syntaxe logique, Carnap, par exemple, s'est tourné vers la sémantique et a fini par adopter une version du relativisme métaphysique qui semble à l'auteur constituer un réel progrès par rapport à sa vision antérieure et au relativisme naïf. C'est un point de vue qui, au moins dans ses grandes lignes, jouit encore d'une certaine popularité dans les cercles philosophiques. Nous avons le choix, dit Carnap, lorsque nous choisissons comment nous voulons parler du monde. Nous pouvons par exemple parler une langue qui quantifie sur et des termes de référence pour les noms, les ensembles, les propriétés, les objets externes indépendants de l'esprit, les champs, les cordes vibrantes, ou tout ou rien de ce qui précède. Quel cadre devons-nous choisir? Selon Carnap, il s'agit d'une question purement pragmatique. Nous devrions nous demander quel est le cadre le plus simple, le plus efficace et le plus fructueux, compte tenu de nos objectifs particuliers. Nous devrions adopter le système qui obtient les meilleurs résultats selon des dimensions pragmatiques telles que celle-ci. Si Carnap ne fait qu'une proposition sur la façon dont nous devrions parler, il semble que nous ayons de nombreuses raisons de la rejeter. Et si Carnap essaie de se retrancher et de faire valoir que nous devrions vraiment accepter son cadre de référence, alors soit il fait une revendication normative externe, dans ce cas, son cadre de référence la qualifiera de simple pseudo-revendication, soit il fait une revendication interne à un cadre normatif, ce qui ne fera que repousser le problème d'un micro ou deux. Il y a beaucoup d'autres inquiétudes qui pourraient être explorées concernant la vision relativiste du Carnap. Par exemple, repose-t-elle sur une sorte d'internalisme sémantique naïf dont les arguments de Putman, Craig, Bird et d'autres ont montré l'inadéquation? On pourrait également explorer diverses vues néo-carnapiennes de gens comme W.V.O., Keane et Nelson Goodman,
Mais gardons tout cela pour un autre jour. Il suffit de dire que le scepticisme métaphysique à l'égard de la philosophie est soit auto-incriminant, soit qu'il n'est pas, à ses propres yeux, une revendication substantielle, étant donné qu'il ne peut pas soutenir que les points de vue non relativistes sont erronés dans un sens intéressant. Bien. J'espère que vous avez apprécié notre échange de ce jour. Je vous donne le au revoir, en espérant échanger avec vous de nouveau.